il est directeur de l'AIVE. Oui. J'ai écrit au roi et à la reine. Et il y a vraiment eu une inondation, ça a coulé dans les champs, ça a détruit tout le stock. Je me souviens au cours de la réponse du bourgmestre, en conclusion, nous ne laisserons pas tomber les riverains. Les ZAD, et encore une fois, comme sur les ronds-points, sont des lieux d'expérimentation politique et affective hyper intéressants. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous accompagnons EDP News. EDP News qui est un média alternatif basé à Bruxelles, mais qui s'intéresse de très près à ce qui se passe actuellement en Wallonie, c'est-à-dire ils veulent être le témoin du manque d'imaginaire de nos politiques qui ne savent pour résoudre la crise que faire pousser du béton. Alors ici, nous sommes à Bertry, en face d'un nouveau projet de mall commercial. Vous voyez que le projet est mené notamment par l'intermédiaire de l'intercommunal Idelux. Et si nous commençons ce reportage dans une toute petite commune, c'est parce que c'est emblématique de la lutte que nous menons contre ce genre de projet, où on ne réfléchit plus, où on n'imagine plus un monde créatif, mais on ne cesse de reproduire des formules éculées, déjà essayées et qui prouvent tout à fait leur incapacité à résoudre la crise économique et la crise environnementale également. Alors nous sommes à 10 minutes de route d'un autre zoning plus ancien, le zoning de Recogne, à Libramont. Ce zoning s'est développé il y a déjà pas mal de temps et on y trouve tout ce qu'on peut trouver dans un zoning, et ceci ici va vraiment faire un double emploi. Nous nous posons d'ores et déjà la question de savoir si économiquement le zoning de Libramont ne va pas en faire les frais. Les gens iront au plus neuf, comme c'est leur habitude, et c'est bien naturel, et je pense que le zoning de Libramont va du même coup être en perte de vitesse. Donc c'est une concurrence de commune à commune, concurrence tout à fait stupide, qui n'est pas justifiée vraiment par un besoin économique profond, mais simplement par des intérêts plutôt liés à l'immobilier et aux promoteurs. Alors ici, on peut se poser la question de savoir à qui appartenaient les terrains, et si on gratte un peu, on va constater que les terrains appartiennent à la famille proche de l'ancien bourgmestre. Nous ne faisons pas une guerre de noms ici, chacun pourra trouver les renseignements s'il le désire, mais on comprend bien qu'il y a des intérêts financiers en jeu qui dépassent l'intérêt du citoyen. Alors nous allons développer notre reportage sur 3 axes. Une réflexion sociétale. Quelle société pour demain? Quelle société aujourd'hui qui nous mène droit dans un cul-de-sac? Et quelle société imaginer pour demain? Est-ce qu'on reproduit les mêmes vieilles formules éculées ou est-ce qu'on essaye autre chose? Deuxième volet de notre reportage, un volet social. Nous allons rencontrer des gens et voir parfois que la vie de ces gens est très lourdement impactée par de tels projets, voire même détruite. Et puis ensuite, un troisième volet qui sera un volet environnemental. Bienvenue à Arlon. Donc nous venons de quitter Bertry et au terme d'une demi-heure de route sur la E411, nous parvenons à Arlon. C'est une commune de 62 500 habitants environ, plus ou moins. Sa situation est tout à fait particulière parce qu'elle est frontalière du Luxembourg et à une trentaine, 40 km de Luxembourgville. On voit sur cette autoroute s'accumuler beaucoup de bouchons le matin parce que ça devient passablement saturé. Beaucoup de gens se rendent travailler à Luxembourg-Ville et au Luxembourg. Et donc la problématique, c'est que tous ces gens qui viennent y travailler doivent parfois repartir très loin, cherchent à se loger dans les environs. Et donc faire pousser une nouvelle ville serait intéressant pour attirer une population assez riche de travailleurs luxembourgeois qui vont percevoir de bons pécules et auront pas mal de sous. Et donc le bourgmestre actuel d'Arlon, qui est de tendance CDH, a imaginé que faire un Arlon bis serait une très bonne chose économiquement parlant, et donc son objectif
est de doubler la capacité de la ville. Donc de passer de 62 000 habitants environ au double à 100, 120 000 dans la mesure du possible. Alors nous allons entrer dans la ville par la zone du bois d'Arlon. Et dans ce bois d'Arlon se trouve une sablonnière ou sablière où l'on extrayait le sable pour les besoins de la construction locale autrefois. Cette sablonnière est un lieu abandonné à la nature qui a retrouvé ses droits et abrite de nombreuses espèces très intéressantes, dont certaines sont en voie de disparition, comme l'alouette lulu et comme le triton crété. Et puis il y a pas mal d'autres choses aussi, des papillons, des plantes à protéger absolument. Et dans tous les projets de la ville, il y a notamment l'élaboration d'un zoning soi-disant artisanal, mais si on se base sur ce qu'a connu la ville de Dinan, où dans un village s'appelant Sorine, on a construit un zoning qui se voulait artisanal et puis qui finit par abriter de gros dealers comme par exemple Feltz, qui est le dealer BMW national. Même si Feltz a déménagé depuis, je pense, eh bien, on se rend tout à fait compte que ça n'a plus rien d'artisanal, mais que c'est vraiment un zoning commercial de toute première ampleur. Et donc ici, nous avons des gens qui ont décidé de prendre la sablière pour la protéger. Et nous allons passer devant. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et nous voici donc à la sablière d'Arlon, qui a été prise pour la défendre par les zadistes. Nous reviendrons sur ce sujet environnemental tout à l'heure et nous allons nous rendre très vite dans un autre projet de la ville d'Arlon qui est l'écoquartier. Alors l'écoquartier, vous allez voir qu'il a pas mal d'impact sur les riverains. Nous allons essayer d'en rencontrer quelques-uns et nous allons rencontrer dans un premier temps Denis qui va vous expliquer mieux que moi je ne pourrais le faire sa situation qui est tout bonnement dramatique. Donc Denis habite dans ce quartier-ci, à l'entrée d'Arlon, et figurez-vous qu'il est sous la menace d'une expulsion et que ça ne fait pas vraiment son affaire, parce que c'est un vieil habitant d'Arlon, enfin un vieil habitant, il est là depuis très longtemps, et on ne lui donnera d'autre alternative que de quitter les lieux et de trouver la rue comme suite de sa destinée. Nous sommes donc ici, en face, chez Denis, que nous allons rencontrer maintenant. Et donc aborder l'aspect social, un des aspects sociaux de notre périple d'aujourd'hui. Bonjour Denis. Bonjour. On arrive tout de suite. Nous sommes en présence de Denis, un Arlonnais qui est établi à Arlon depuis pas loin de 40 ans en tout cas, certainement pas très loin de ça, peut-être même un peu davantage, puisque tu es arrivé en 80. On est accueillis de manière très chaleureuse, il fait très bon chez lui, très chaud. Denis n'a pas grand-chose, et pourtant, dès notre entrée, il nous invite à prendre une tasse de café, et est déjà prêt à partager ce qu'il a. Or, il n'a rien. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Alors, je regarde sa petite maison ici, qui lui ressemble sans doute. Il vient du monde du voyage. Je vois sur un des murs, je suis né voyageur, fier de l'être, et je crèverai voyageur. Je vois également, n'oubliez pas de fréquenter des gens heureux, car le bonheur, c'est contagieux. Alors, je ne sais pas si le bonheur, c'est contagieux, mais Denis, ici, va se construire un écoquartier avec de tout nouveaux bâtiments, très performants, mais apparemment, c'est pas pour toi. Là, il va y avoir des gens très heureux qui vont certainement s'y établir, et même si tu souhaites que le bonheur soit contagieux, ce bonheur-là ne va pas te rejoindre toi, et la contagion s'arrêtera puisque on te demande de quitter les lieux, de quitter ta maison dans laquelle tu es établi depuis 11 ans, si je ne m'abuse.
Alors, je voudrais bien commencer ton interview par une petite lecture. Je confirme par la présente que M. Denis occupe comme locataire la maison, l'adresse, etc., depuis le 1er septembre 2008. Je confirme que durant toute la période, monsieur s'est acquitté de l'ensemble des loyers avec régularité et qu'il m'a toujours averti en tant que propriétaire des situations pouvant causer dommage à l'habitation de façon à pouvoir y apporter une solution dans le meilleur délai. Voilà. Ce monsieur n'a aucun souci de voisinage avec ses voisins directs. Et c'est signé du nom de ton propriétaire qui visiblement est très content de t'avoir hébergé ici durant d'aussi longues années. Néanmoins, tu dois quitter les lieux et tu risques de te retrouver à la rue. Alors, Denis, je te pose une première question. Est-ce qu'il ne te paraît pas paradoxal d'avoir de tout nouveaux bâtiments qui vont être créés ici à 10 pas de chez toi et que tu n'y as d'ores et déjà pas ta place puisque tu en es exclu? Il n'y a pas de place pour toi là-bas. Oui, tout à fait, parce que quand j'étais pour me renseigner au CPS, à la commune, à la région wallonne, à Logisud, ils m'ont bien expliqué que je ne me fasse pas de rêve, qu'il y avait des priorités avant moi pour des logements sociaux et pour des autres logements. Donc que je dois me débrouiller plus par moi-même pour chercher. Et alors voilà, c'est ça le fait, c'est que nous on reçoit un papier pour partir, mais on n'est pas aidé, on n'est pas pris en charge et on doit se débrouiller. Et avec le chômage, les charges, le loyer, je suis bloqué, je ne sais rien faire. D'autant plus que si tu dois avancer des cautions pour un nouveau logement, tu n'as pas les sommes pour pouvoir réaliser ça. Non, déjà que si je dois payer mon loyer ici, si je dois maintenant trouver un logement, je dois payer le premier loyer, trouver les cautions, et je n'arriverai pas. Avec ce que moi je paye ici, avec mes charges, mon loyer, le chauffage, puisque je me chauffe au bois et au charbon, donc j'ai fait un calcul, ça me revient à 707 € par mois. Et je touche 1060, des fois 957 le mois passé, 1100 ce mois-ci. Donc faites le calcul. Et il faut que je mange. Donc comment voulez-vous que moi je m'en sorte si on ne m'aide pas? Et je vais sur 63 ans. Et moi je vis mal la situation. Je dors mal, je prends des médicaments. Je viens d'aller chez le médecin ce matin. Je suis perturbé avec ça parce que j'ai la hantise de me retrouver dehors. Et j'ai été frappé à des portes. J'ai frappé à la porte de ma voisine qui a connu beaucoup d'hommes politiques. L'erte morte. J'ai même écrit au roi et à la reine et j'attends toujours une réponse. Alors en fait, tu as aussi un petit compagnon de vie, un chien, Oui. qui est ton seul compagnon de vie. Tu vis seul ici avec lui. Et si tu souhaites être relogé, tu aimerais, je suppose, pouvoir garder ton toutou. Or, on sait que dans beaucoup d'appartements, les animaux de compagnie ne sont pas admis. Donc je suppose que si tu souhaites trouver quelque chose, c'est aussi en étant accompagné de ton vieux copain Kaira, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est ton vieux copain de vie. Oui, Kaira a 11 ans. Donc ça fait 11 ans qu'on vit ensemble. Elle vit chez moi à la maison. Et c'est un Malinois. Et moi, il n'est pas question que je me sépare de mon chien. Il n'est pas question de ça, que pour être logé et abandonner mon chien, il n'en est pas question. Ça, c'est hors de question pour ça. Et c'est vrai que ça pose problème. Plusieurs fois que j'ai été voir des appartements, j'ai été voir aussi des chalets à rabais, ça pose problème parce que c'est déjà un gros chien, c'est un Malinois. Mais elle est vieille. Donc elle a 11 ans. Donc elle va encore peut-être 3-4 ans. Et elle est calme, elle est douce. Mais oui. Je ne peux pas, c'est mon compagnon, c'est ma bête, je ne peux pas m'en séparer. Ça, je préfère dormir dans une tente au milieu des bois avec mon chien. Ça c'est clair. Et vous avez bien fait de le dire parce que c'est vraiment un problème. Alors donc on sait qu'il y a des politiciens qui font des propositions, on ne dira pas lesquelles, on n'est pas là pour faire de la pub, mais il y a des politiciens qui disent que quand on construit de nouveaux quartiers, il devrait automatiquement y avoir dans ces nouveaux quartiers un pourcentage de l'habitat destiné à l'habitation sociale. Si tel était le cas, tu pourrais être relogé assez vite, parce qu'il faut pourvoir à 40 000 demandes, je pense que c'est le chiffre, à 40 000 demandes d'habitation sociale.
Est-ce que tu penses que si on permettait d'instaurer une telle règle, tu aurais plus de chances d'être logé? Pour moi, personnellement, je n'y crois pas. Pour moi, personnellement, quand je vais à la Maison du Sud, il faut remplir un dossier, il faut avoir des points. Si on a une famille, qu'on a des enfants, on a des points. Donc, on a plus facile, quand on est une famille, pour avoir un logement social. Avec une chambre, 2 chambres, et voilà. Et le problème, c'est que, bon, ici, maintenant, pour l'instant, il faut compter qu'il y a le centre de réfugiés politiques à Arlon. Donc, il y a beaucoup d'appartements et tout ça qui sont prioritaires pour ces gens-là. Et alors, voilà, on est bloqué. Et moi, je vois bien ici dans des quartiers où il y a des appartements sociaux, à des gens, des personnes qui ne sont pas dans le social, qui travaillent et qui bénéficient des appartements sociaux. Je ne veux pas discuter, mais on ne donne pas assez la priorité sur nous. Moi, je trouve que, voilà, la commune ne fait rien. On est là, livré à nous-mêmes. Et moi, ici, maintenant, moi, j'ai eu un sacré choc. Parce qu'à mon âge, rendez-vous compte, moi, je dois courir, je dois chercher, je dois écrire, je dois aller sur Internet, tout ça, je dois chercher par moi-même. Je n'ai aucune aide de personne. Et je vis seul. Moi, je suis tout seul. Pourquoi dois-tu quitter cette maison dans laquelle tu étais bien? Mais en fait, voilà, le propriétaire compte faire des travaux. Parce que la maison n'est plus en norme. Le compteur électrique n'est plus en norme. Il n'y a pas d'eau en haut. Je dois aller chercher des cruches d'eau, si vous regardez là. Donc j'ai la douche. Quand je prends une douche, le tuyau est cassé. Je fais mes besoins dans un seau qui est là, que je vais jeter dehors parce que le toilette est cassé. Donc voilà, pour ne pas refaire des frais, j'ai dû attendre 1 an pour avoir un chauffe-eau, pour avoir de l'eau chaude pour pouvoir me laver. Pendant 1 an, je me suis lavé parce que le propriétaire n'est pas très dispo pour faire quelque chose, sortir de sa poche. Et j'ai eu la chance d'avoir mes voisins chez qui vous avez été et qui vous a donné mon adresse et ma situation, qui m'ont beaucoup aidé. Et voilà, c'est pour ça qu'il m'a envoyé la lettre et que je dois partir pour faire des travaux. On peut se poser légitimement la question de savoir si ce propriétaire ne vend pas dans l'écoquartier voisin l'opportunité de revaloriser son bien et la possibilité peut-être de le vendre ou de le rénover pour bénéficier de l'attraction de l'écoquartier voisin. Mais écoutez, vous avez mis bien le doigt dessus, vous avez bien cerné la personnalité de mon propriétaire. La maison à côté, c'est à ses parents, il l'a relouée, très cher. Ici, la maison, il est venu avec des architectes la semaine passée, j'ai discuté avec eux. Donc ils ont fait le tour de la maison pour isoler les pignons. Et ils comptent faire des travaux. Refaire la maison et la retaper. Voilà, et remettre tout du neuf et la relouer. Voilà, beaucoup plus cher qu'ils me la louent à moi. Et c'est vraiment, vous avez bien posé la question. C'est vraiment ça qui fait, quoi. Et c'est pour ça que moi, voilà, et moi, c'est surtout la façon qu'il m'avait dit avec son père quand j'ai loué, que je pourrais rester, qu'il n'y avait pas de souci, que tant que j'étais là, il n'y avait pas de problème. Et puis du jour au lendemain, quand on a fait les travaux, je ne sais pas si c'est faute de ça et tout, qu'il a reloué à côté. Pourtant, il est directeur de l'AIVE, il a une belle situation. Et moi, donc, il m'a envoyé la lettre. Et pour moi, il m'a envoyé une lettre sans manière, sans rien du tout. Ah, il est directeur de l'AIVE? Oui. Ah bon? Ouais. Eh bien, ben voilà. Je crois que pas mal de choses viennent d'être dites. Et je voulais encore dire que vous avez très bien posé la question, vous avez bien mis le doigt dessus, que c'est juste pour rénover, pour refaire une maison neuve, pour avoir un loyer beaucoup plus conséquent. C'est bien ça, vous l'avez bien dit. S'il vous plaît, donnez à ce monsieur la possibilité de se reloger. C'est le minimum humain qu'on puisse faire. S'il y a moyen d'ajouter un truc, que Sato, Oui. ce que je voudrais dire, c'est que j'étais français, je me suis fait naturaliser belge, j'ai fait mon service militaire en Belgique, donc j'ai écrit au roi et à la reine, je leur ai demandé de l'aide, et je leur ai même marqué dans la lettre, je vous demande au secours. Aidez-moi parce que je suis vraiment perdu. Voilà.
Donc vous voyez ma situation. Oui, c'est très émouvant. Merci Denis de ton accueil, merci de tenir bon, merci de ton courage et merci de nous avoir accordé cette interview. Mais c'est moi qui vous remercie et je suis très content d'avoir fait votre rencontre et de voir qu'il y a des gens qui sont encore humains, qui pensent encore à des autres gens et qui sont là pour écouter leur secours et leur détresse. Et c'est moi qui vous remercie. Je reviendrai personnellement voir comment tout ça évolue. Avec un grand plaisir. Merci Denis. Nous nous trouvons en face du site où va s'établir l'écoquartier. Alors je vous laisse réfléchir là-dessus. Un écoquartier qui se veut avoir le moins d'impact sur l'environnement possible, bénéficier d'énergie verte, d'énergie douce et des techniques les plus modernes en question d'habitat. C'est très bien, super. Et bien pour ce faire, on a coupé en deux une colline et retapé des terres sur un sol sableux pour tapisser le fond de ce qui sera le fondement de cet écoquartier. Mais alors vous voyez que tout le quartier de maisons déjà existant ici, eh bien il y a quelque chose de tout à fait particulier, c'est qu'on a tronçonné leur terrain. Donc quand vous entrez chez les gens, après vous pénétrez dans leur jardin et au bout du jardin, derrière les cabanes de jardin, eh bien on a coupé au couteau la colline. Et donc quand vous arrivez au bout de ces jardins, vous êtes en face d'un gouffre de 10 mètres. Et on a fait ça comme ça, sans rassurer les gens sur la stabilité des sols, sur la stabilité de leurs propres bâtiments et sur l'impact qu'un tel travail pourrait avoir sur leurs biens. Alors évidemment, il y a énormément de riverains qui ne sont pas contents de la situation. Les eaux de pluie et les eaux de précipitation s'évacuent un peu n'importe comment. Il y a des gens qui craignent un risque d'inondation, voire qui ont déjà eu des inondations, tout au moins dans leur terrain. Et donc le contact entre les promoteurs immobiliers, les firmes de construction et les riverains se passe très mal. Alors lorsque les riverains rouspètent, on leur dit « vous êtes des égoïstes parce que vous n'allez pas permettre à des gens de trouver un habitat ». Bon voilà, donc quelque part on les culpabilise. C'est bon. Donc nous sommes maintenant dans la suite de notre reportage. Nous développons plutôt le volet environnemental, toujours consécutif à l'aménagement de cette nouvelle cité dit écoquartier. Chez Madame Michel, qui voit son jardin tout bonnement complètement bousculé, puisqu'on a comme tranché au couteau une colline et qu'au bout de son terrain, elle a un trou d'environ 10 mètres et que comme seule réponse actuelle à ces craintes, on a appliqué une bâche, visiblement une bâche qui viserait à éviter le ruissellement des eaux sur le sol sableux. Alors Madame Michel, est-ce que ça vous rassure ? Ça me rassure pas vraiment parce que pour moi c'est plutôt un signe qu'il y a réellement un problème et qu'en mettant la bâche ils essayent d'éviter l'éboulement du terrain. Mais je ne suis pas sûre qu'ils auraient mis cette bâche si je n'étais pas intervenue préalablement en faisant appel à mon assurance protection juridique et en demandant à ce qu'un expert vienne vérifier que les travaux étaient faits de la manière dont ils devaient être faits pour éviter tout problème. J'ai rien contre la construction, mais je voudrais que ça soit fait dans les règles. Voilà, merci. Bon voilà, je crois que ici on a un terrain qui a été coupé quasiment en front droit et qu'en principe il faudrait qu'il y ait un bouton d'environ 3/4 pour que la pesée des eaux sur le talus ne produise pas un éboulement. Vous me rappeliez aussi qu'il y a quelques années d'ici, il y a un bassin d'orage qui s'est effondré apparemment et qu'une inondation importante a eu cours sur la voirie et les voisins. Oui, il y a quelques années, un bassin d'orage s'est effondré là derrière dans le bois et il y a vraiment eu une inondation, ça a coulé dans les champs, ça a détruit tout le stock du marchand de tapis, ça a coulé sur la rue, ça a inondé les jardins des voisins, les terrains derrière. Et donc notre préoccupation aussi, pas la mienne directement, mais celle d'un voisin, c'est que le ruisseau qui est là derrière va être impacté aussi par la construction et qu'il est possible que le ruissellement des eaux du nouvel écoquartier puisse avoir une influence et à nouveau
provoquer des inondations et on n'est pas certain que les études préalables ont été faites comme elles devaient être faites. Ou en tout cas, peut-être les études ont été faites, mais peut-être que la construction ne se fait pas dans les règles de l'art. Donc il y a eu un précédent fâcheux aux techniques modernes et on voit que tout n'a peut-être pas été tout à fait prévu. En tout cas, il y a eu un accident et donc une crainte est absolument légitime. C'est donc la société Thomas et Piron qui est opérateur des travaux ici? À l'instant, oui, mais il y a préalablement des travaux qui sont effectués par la société Lambert pour tous les travaux de voirie. D'accord, et donc on est dans la phase voirie C'est ça. actuellement. Quant au ruissellement des eaux, qui semble être un problème assez récurrent, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. Et nous avons ici Monsieur le maire qui a fédéré un petit peu le quartier autour d'un collectif de défense pour faire valoir leurs droits et faire valoir aussi leurs biens, parce que c'est de cela qu'il est question. Monsieur le maire, quelles sont vos craintes? Mes craintes, c'est tout simplement de connaître un jour ou l'autre des inondations. Pourquoi? Parce qu'on a donné un permis d'urbanisation qu'on appelle ici chez moi un écoquartier. Pour moi, c'est pas un écoquartier, c'est plutôt un écoquartier ou un écoquartier, comment on peut appeler ça. Toujours est-il que la commune a avalisé, via la région wallonne, un permis d'urbanisation pour pouvoir y construire par la suite approximativement 234 logements, je pense. Il y a une première phase et puis une deuxième phase, mais toujours est-il qu'ils ont donné une autorisation pour déverser les eaux de ruissellement dans un ruisseau non classé sans l'autorisation de riverains. Ça veut dire quoi? Un ruisseau non classé, ça veut dire que ce sont les riverains qui sont gestionnaires du cours d'eau et par conséquent, c'est à eux qu'il faut demander si on peut déverser les eaux de ruissellement, les eaux de pluie, à partir de l'amont. Ça n'a jamais été fait. Dans le permis d'urbanisation, la commune a évoqué qu'il s'agissait d'un ruisseau de catégorie 3. C'est faux, archi faux. Je ne sais pas si c'est un mensonge ou si c'est une erreur volontaire ou involontaire. Je ne sais pas comment il faut le classifier. Toujours est-il que moi je m'attends tôt ou tard à ce que ce ruisseau déborde et que ça provoque des inondations au quartier. Le deuxième élément, c'est que ce ruisseau il passe en dessous de la route et que le milieu récepteur ici, il est déjà trop petit, donc ça va déborder tôt ou tard, à partir du moment où vous avez une bétonisation, je veux dire, à outrance. Il faut bien que l'eau, quelque part, même si à un moment donné, elle est récoltée par des, je vais appeler ça des citernes souterraines, à un moment donné, quand vous avez des inondations, ou plutôt un dérèglement climatique, pardon, surtout au mois d'août, au mois de septembre, quand vous avez des orages violents, vous voyez ça régulièrement dans le sud de la France. Ça vient chez nous, le dérèglement climatique, il est là. On peut pas le nier. Par conséquent, moi je m'attends qu'avec l'écoquartier qu'on construit pour le moment, tôt ou tard, on va avoir des inondations. Et puis troisième élément, on n'a toujours pas reçu une étude hydrologique. Ça n'a été fait que postérieurement par rapport au permis d'urbanisation, alors qu'il aurait dû faire une étude hydrologique antérieurement. C'est quand même bizarre, avouez-le quoi. Alors, je vais m'arrêter là. Moi je m'occupe essentiellement de l'écoquartier. Je pense que tout Chopac pour le moment est envahi par des projets. Et je sens que la population ici à Chopac commence à bouger et réagir. Mais qu'est-ce qu'on va faire de Chopac? Ça va devenir une ville dans la ville, du béton partout. On n'a plus de poumons verts. Donc ça fait partie du problème aussi. Donc vous parlez du fait que possiblement 200-250 habitations pourraient sortir de terre. Ça fait un paquet de gens. Et il y a aussi la question du trafic routier qui visiblement va sortir par cette voirie qui est directement reliée à l'autoroute. Et donc ça va poser aussi beaucoup de nuisances. Le problème de mobilité n'est pas nouveau, il s'arrête. Apparemment, d'après ce que j'ai pu entendre récemment, le bourgmestre s'est attardé à dire nous allons ouvrir une cellule pour la mobilité. Mais il est presque temps. On construit d'abord avant de penser à l'immobilité. Il faudrait d'abord penser à la mobilité avant de construire. C'est comme les voiries, des égoutages et les égouts tout simplement. On est en train de construire sans penser à l'évacuation des eaux. Donc, on met la charrue avant les bœufs. Oui, la charrue avant les bœufs. Et alors, une réflexion que je me suis faite également, c'est que la ville d'Arlon souhaite quasiment doubler sa population. Mais ça se fait de manière tout à fait impromptue et sans mettre la réflexion préalable auparavant. Autre chose qui me chipote un peu, moi, quant à ce projet d'écoquartier, c'est de savoir si les riverains
ont été entendus, ou si vous avez le sentiment vraiment que c'est le pot de terre contre le pot de fer et que votre avis compte pour res nullius, c'est-à-dire chose de rien. Exactement. Nous avions fait une pétition, nous avions 71 signatures avec 14 arguments contre le permis d'urbanisation et contre l'écoquartier tout simplement. Ces 14 arguments n'ont pas été retenus. Donc c'est vraiment dire aux gens, taisez-vous là. Je vais dire ça autrement. C'est en fait une forme de démocratie qui n'est pas une démocratie, c'est, je vais dire, une dictature camouflée. Une dictature c'est quoi? C'est faire ta gueule et bouge-toi. Et la démocratie c'est toujours, c'est un peu ça. Oui. Oui, effectivement, je pense que votre ressenti est assez légitime. Quand on n'est pas entendu, alors qu'on a des droits citoyens, on peut avoir cette réaction, à tout le moins. Il faut quand même savoir que si la population de la ville double, eh bien, ça va rapporter beaucoup plus d'argent à la commune, mais aussi aux mandataires. Évidemment, on est d'accord. Je ne suis pas sûr que ce soit le premier objectif des élus, ici à Arlon, qui est quand même une ville relativement bourgeoise. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est plus pour la gloriole de dire, écoutez, moi j'ai bien développé Arlon, regardez ce que c'est devenu. En plus de ça, effectivement, il va y avoir un jeton supplémentaire par rapport au nombre d'habitants qui va augmenter incessamment sous peu, ça c'est certain. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une demande de logement sur Arlon? Je ne sais pas si on peut spéculer sur cet élément-là, personne ne le sait. Je sais bien que l'augmentation de population se fait avec le temps et la démographie augmente, mais la façon dont ça se passe, pour moi, c'est despotique, tout simplement. Oui, c'est un peu forcer la dose. Oui, bien sûr. Alors bon, aussi une question sous-jacente à tout cela, est-ce que vous ne sentez pas derrière tout ça une forme de lobby? On peut parler de lobbyisme de toutes parts, je sais, je suis d'accord avec ça. Mais je ne préfère pas me lancer dans ce sujet-là parce que quand je vois la façon dont ça se passe, je m'entends pas en dire davantage. Ouais, je comprends votre désillusion. Et donc vous allez maintenant retourner dans votre ruisseau pour faire le curtage quotidien. Vous faites ça combien de fois par jour? C'est selon les pluies. Voilà, s'il pleut beaucoup et s'il y a des travaux là derrière qui fait que, vous voyez ce que je ramasse, à ce moment-là, je suis obligé de retourner dans ce ruisseau qui est un ruisselet en fait, et qui à un moment donné, il va être bouché à cause d'une grue installée par la province, qui malheureusement n'a pas l'air de vouloir me soutenir plus que ça. Moi j'ai l'impression qu'à la province, on leur a dit taisez-vous, on fait comme on a dit et vous n'avez rien à dire au niveau de la province. Moi c'est le sentiment que j'ai. Alors une dernière question qui me taraude dans toute cette affaire. Nous n'avons plus guère d'industrie en Belgique florissante et la solution pour faire tourner l'économie, c'est de bétoniser et de faire tourner la construction. On dit que le Belge a une brique dans le ventre, mais si cette brique atterrit dans la face des riverains, ça devient nettement moins confortable. La dernière question est donc celle-ci. Est-ce qu'il vous semble que le monde politique crée de l'imaginaire pour pouvoir définir un avenir meilleur pour tous et sortir de ces crises permanentes, à la fois crise économique, à la fois crise de l'emploi, à la fois crise de l'environnement? Je crois que le politique essaie de faire en sorte qu'il soit réélu d'abord. Est-ce du populisme? On peut appeler ça comme on veut. Mais moi j'estime qu'à partir du moment où les élus sont à la tête d'une commune, le but d'abord premier, c'est de protéger ses citoyens. Oui. Et dans ce cas-ci, moi j'ai le sentiment que c'est tout le contraire, tout simplement. Et je vous invite, si vous voulez, à venir voir un tuyau qui se déverse dans le petit ruisseau ici derrière moi, qui est un ruisseau encore une fois non classé, dans lequel sera déversée une quantité d'eau que l'on ignore pour le moment, puisqu'on n'a pas d'études hydrologiques. Et donc, je vous invite à venir voir précisément ce qu'il en est derrière mon jardin. Eh bien, nous allons aller voir et je vous remercie d'ores et déjà pour votre intervention et votre courage, parce qu'il en faut pour pouvoir manifester un intérêt citoyen qui normalement devrait aller de soi. Merci. Je vais quand même aller voir. Oui, je vous en prie.
ça va, j'ai fini. Hein. Si vous voulez, on peut aller voir là derrière. Hein. D'accord. Vous avez... Oh oui, c'est pas grave, on va filmer ce que je vous montre. Faites attention aux mines. J'appelle ça des mines, ce sont des taux qui s'affolent à partir du moment où vous avez les bulldozers qui s'agitent. Ici est un petit tuyau. En fait, ce qui se passe, ça tourne. Ouais, ça tourne. Ici, tu as un petit tuyau. Ceci est donc la sortie finale de tout ce qui est ruissellement d'eau de tout le village et qu'au quartier. D'accord. Alors, il y a effectivement, comme j'ai eu contact avec une dame bien gentille qui était à l'urbanisation, à l'urbanisme de la commune, qui m'a bien expliqué les choses. Toujours est-il que on peut quand même avoir des inondations à cause du dérèglement climatique et au cas où il y aurait des orages très violents. Maintenant, il faut savoir qu'il y avait un barrage. Je ne sais pas si on peut appeler ça un barrage, mais un peu plus haut, il y avait Un bassin d'eau. un madame. bassin d'eau, voilà, Oui. qui a cédé il y a, je pense, 4 ou 5 ans, pour lequel j'avais déjà écrit, je crois, à la commune en leur demandant est-ce que vous pouvez faire quelque chose. Et ils m'ont répondu, c'est pas nous, c'est la région. Ah oui, la patate chaude La qu'on se patate chaude, refile. voilà. Mais il y a un autre élément. Je me souviens aussi qu'on avait interpellé la commune lors d'une séance communale, au mois d'avril, je pense, en demandant écoutez, l'écoquartier, il y a un problème là, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Moi, je me souviens au cours de la réponse du bourgmestre, en conclusion, nous ne laisserons pas tomber les riverains. Ils m'ont sans qu'à fait qu'un tour parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui viendrait aider pour éventuellement trouver une solution. J'entends toujours. Quoi, je parle pour moi, mais je parle aussi pour tout le quartier. Hein. D'accord. J'explique en gros ici. Ce sont en fait 2 énormes tuyaux que vous ne voyez pas puisqu'il y a un bassin d'orage, de rétention ou de récolte. Et ça se termine par un petit tuyau. Oui, c'est aberrant. Mais si vous avez tout un quartier derrière qui fait, je crois, 5 hectares, si mes souvenirs sont bons, imaginez-nous un orage violent comme vous avez dans le sud de la France. Bon, bah, je crois que je peux faire appel à mon assurance. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. C'est résumé. Maintenant, il y a d'autres projets en cours, effectivement, sur Arlon. Je pense notamment à la briqueterie qui est un peu plus loin. J'espère que les riverains vont pouvoir se faire entendre. En tout cas, vont pouvoir être écoutés. Parce que nous, ici, on n'a jamais été entendus. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait un passage en force. Taisez-vous, on fait comme on veut, et tant pis pour vous. Moi, c'est mon sentiment, tout simplement. Je ne pense pas que la commune soit de mauvaise foi. Il y a des bonnes choses à la commune qui sont décidées, il y a des bons éléments, et je leur félicite. Mais là, c'est du tout raté. Au niveau urbanisation, urbanistique, je pense qu'il manque de compétences, tout simplement. D'accord, merci de cette analyse. Nous allons aller voir les autres sites qui pourraient être impactés. Toujours dans le cadre de la question environnementale concernant ces différents projets, brosser un petit peu l'état de la situation à Arlon. Nous sommes ici en face d'un site occupé actuellement par Gédimat Arlon. C'est le site dit de la briqueterie et c'est tout récent, c'est tout chaud. On vient d'annoncer que le propriétaire souhaitait vendre le terrain pour pouvoir y construire des logements, des habitations. C'est encore un peu mal défini, mais il semble vraisemblablement qu'on va vers ça. Donc le site est assez grand puisqu'il comporte les grands hangars, le hall principal et le parc matériaux. Donc ça représente une assez grande surface. On voit qu'on est à nouveau dans un quartier habité de maisons type 4 façades ou attenantes, ça dépend un peu. On peut voir ici en face qu'on a encore des zones de champs, de prairies, bordées d'arbres, avec un aspect plus ou moins naturel. Et évidemment, il y aura ici aussi un impact certain sur les voiries, la fréquentation du lieu par les nouveaux habitants. Et donc la ville d'Arlon va devoir modifier son plan de secteur
pour rendre cela possible. Et on est à nouveau dans une période, dans une phase de consultation de la population. Espérons que cette consultation ne soit pas mise sous l'accent des oreilles fermées, on va dire ça comme ça, et que les responsables politiques pourront entendre ce que les riverains auront à leur dire. Nous sommes ici sur un autre site d'Arlon où un projet immobilier vient de prendre forme de manière très concrète. On voit que les volumes occupés par les bâtiments dépassent de loin les petites maisons riveraines de la rue. On est dans des volumes qui doublent, voire triplent les volumes actuels des maisons. Et ça fait des mois que les travaux durent ici, que la route a été occupée tantôt par des feux, tantôt par des camions. Encore actuellement, il y a un charroi qui est complètement perturbé par ces travaux. Ça fait quasiment 1 an que ça dure. Et donc toujours la même question de la problématique du flux routier et de la manière de répartir ces flux. On voit encore une fois que là, on fait pousser des bâtiments sans avoir résolu le problème initial du flux routier. On voit que cette rue est aussi totalement occupée par des parkings. Donc on se pose des questions quant aux places de parking supplémentaires qu'il va falloir développer pour pouvoir parquer les voitures. Et donc encore une fois, on voit que ici le projet est du type charrue avant les bœufs, puisque les problèmes de mobilité, on y pensera après. Donc voilà, ici dans ce quartier, 2 gros problèmes, le problème de mobilité et le problème des volumes occupés des nouveaux bâtiments. Par rapport aux anciens bâtiments, vous voyez que ça dénote quand même considérablement. Et la durée aussi des travaux et tous les ennuis que ça amène dans le quartier. Nous sommes pratiquement en face de l'Hydrion, un grand complexe commercial, dans un autre quartier où les travaux battent leur plein également. Vous voyez le béton qui sort du sol partout. Ici, je ne sais pas vous définir exactement quel est le projet, mais vous voyez qu'il est quand même d'ampleur. Encore une fois, on voit la firme Thomas et Piron qui est partie tenante de ce projet. Évidemment, avant, c'était une sorte de friche, donc un chancre urbain. Donc c'est vrai que là, il faut essayer de réaffecter les choses justement. Mais au demeurant, on voit que ce qui pousse n'est peut-être pas beaucoup mieux parce que c'est à nouveau du béton. Et ici, il n'y a peut-être pas d'impact direct avec des riverains proprement dit, puisqu'on est plutôt dans un centre commercial ou proche d'un centre commercial, celui de l'Hydrion. Mais encore une fois, on peut quand même se poser beaucoup de questions quant à la pertinence de qui a décidé de cet avenir pour la ville d'Arlon, qui a décidé de ce projet. Est-ce que les habitants ont été consultés? Est-ce qu'ils sont vraiment intéressés par ce genre de choses ou pas? Donc, encore une fois, la question purement démocratique de l'aménagement urbain au sein d'une ville qui est quand même une petite ville de province, Arlon, 62 500 habitants. Comment sont-ils considérés? Dans ces 62 500 habitants, il y a bien sûr les petits villages voisins qui eux-mêmes comportent une population résidente. Mais on se rend compte quand même qu'ici, l'aspect démocratique du débat public, de la pertinence de faire tel ou tel projet n'est pas vraiment à l'ordre du jour, bien malheureusement, me semble-t-il, pour cette question démocratique. Nous sommes à la ZAD d'Arlon, la Zablière, une ancienne sablonnière qui a été exploitée autrefois pour entretenir les bâtiments de la région d'Arlon et fournir le sable nécessaire à cela. Alors cette sablonnière a été oubliée, c'est devenu une friche naturelle qui recèle pas mal d'espèces protégées, l'alouette lulu, on a aussi le triton crété, mais plein d'autres choses encore, des papillons, on connaît l'importance des insectes ailés qui disparaissent malheureusement à très grande vitesse. Et ici on a des gens très braves, très courageux, qui viennent braver la pluie, le froid, pour occuper la zone et empêcher la construction d'un projet mégalomaniaque, encore une fois,
celle de faire un XCM zoning très improbable, surtout à l'utilité improbable, et phagocyter une fois de plus la nature. Alors, dans les années 2000, on avait parlé d'établir des liens écologiques appelés maillages écologiques, qui étaient censés relier les petits îlots de nature encore existants entre eux afin de permettre l'échange et le transit des espèces. Un papillon n'est pas assigné à domicile, il a besoin de bouger pour vivre, suivre son cycle naturel. Et si à un moment donné il est enfermé dans un bocal, eh bien très naturellement il va mourir et avec lui sa descendance. Donc il est important de garder non seulement des îlots de nature intacts, mais également le maillage écologique qui y tient, c'est-à-dire ces couloirs qui permettent à la nature de circuler et d'échanger ses flux énergétiques. On a aussi plein de plantes protégées et nous avons la chance d'avoir ces courageux zadistes, beaucoup de jeunes, qui s'impliquent dans une lutte des territoires pour garder intacte cette zone. Alors vont-ils y arriver? Ça c'est une autre histoire, mais en tout cas on va essayer de faire en sorte qu'ils soient au moins entendus. Alors j'ai ici auprès de moi un de ces zadistes qui s'appelle Jean et je vais lui poser une première question de définir un peu ce que c'est qu'une lutte de territoire. Une lutte de territoire, c'est l'idée de d'abord s'ancrer dans le réel, c'est-à-dire de partir en fait de l'insatisfaction des gens qui consiste souvent en fait à voir imposer près de chez eux un projet de construction qui récupère plusieurs caractéristiques, à savoir d'abord la négation du processus démocratique, c'est-à-dire que d'interpellation communale en pétition ou machin, ils sont jamais entendus. Ensuite qui va détruire des zones de nature ou des zones post-naturelles. Et enfin, c'est la troisième caractéristique des luttes de territoire, c'est l'occupation physique en fait, du lieu pour empêcher par le rapport de force la construction de quelque chose ou la prise tout simplement d'un lieu pour en faire autre chose. Par exemple, pour moi, une lutte de territoire, ça va de la ZAD jusqu'au rond-point des Gilets jaunes, par exemple. C'est aussi des luttes de territoire, les ronds-points des Gilets jaunes. Voilà, je ne sais pas si tu veux plus de précision. Okay. Oui, ici tu parles bien de l'aspect démocratie effacée, voire effondrée. C'est très curieux parce que dans notre interview des riverains et dans nos rencontres d'aujourd'hui, c'est un aspect qui transparaît constamment. Chaque personne interviewée aujourd'hui a émis ce déni de démocratie et cette sensation de ne jamais être entendu, de ne jamais être reconnu. Et il y a même un monsieur qui a dit la dictature c'est ferme ta gueule et la démocratie c'est cause toujours. Et on a l'impression vraiment d'être dans ce trip-là aujourd'hui, particulièrement à Arlon. Alors, nous faisons l'interview avec toi à visage découvert, à visage couvert, à visage dégagé, parce que il faut rappeler que des écologistes, décrocheurs de portraits en France, des gens qui ont décroché le portrait de Macron parce qu'ils estimaient ne pas avoir été entendus, ont fait l'objet d'inculpations et ont dû se présenter devant la justice française, qui au final a cassé toutes les décisions de les inculper et de les condamner pour avoir décroché un cadre Ikea. Et donc là, pour une fois, on a un juge vraiment intelligent et social qui a cassé cette décision et les a relaxés. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc les gens qui prennent position dans des luttes de territoire s'exposent physiquement, s'exposent juridiquement à des contraintes, parfois lourdes, des condamnations. Et donc il est important de garder leur anonymat pour cette raison-là, parce qu'ils encourent suffisamment de risques assez ainsi, sans qu'on en rajoute. Et c'est pourquoi Jean parle et nous ne verrons que ses mains. Alors, dans les autres personnes qui sont là, pourquoi est-il important de vous impliquer dans une ZAD? Est-ce que vous souhaitez vous exprimer là-dessus, personnellement? Non. C'est-à-dire que c'est surtout le principe de se réapproprier des territoires qui sont les nôtres, qui sont ceux sur lesquels on a grandi, ceux sur lesquels on se promène, ceux qu'on apprécie.
Et c'est vrai que à travers la réappropriation, il y a encore une fois cette question de la démocratie. C'est aussi une manière d'exprimer la démocratie que d'être sur des lieux, des territoires qui finalement sont un bien commun en fait. Tu me parles de la démocratie, le bien commun, tu me parles de la démocratie, et c'est pour ça qu'on est là aussi. Et je voulais dire comme soutien à tous ceux qui sont enfermés, à tous ceux qui ont eu des lourdes condamnations pour avoir exprimé ces idées-là. Oui. Voilà. Merci, c'est très pertinent. Alors en fait, ce qui me paraît très pertinent dans ce qui vient d'être dit, c'est la notion de bien commun. Beaucoup d'Arlonnais se sont étonnés de voir qu'il y avait une convergence vers Arlon, de gens qui viennent d'horizons différents, de Bruxelles. Il y a même des néerlandophones qui sont venus ici sur la ZAD. Il y a des gens du Cru aussi. Moi, je suis bertrigeois et je les rejoins volontiers. Donc, on a une convergence de gens qui viennent de mondes différents, de milieux différents, et qui pourtant s'entendent bien sur cette notion de bien commun à défendre. Et nous avons affaire ici, non pas à des riverains en danger, qui tout d'un coup se rendent compte que une implication citoyenne doit se faire dans l'urgence, mais à des gens qui ont réfléchi à ça bien avant et on se mérite de s'être rassemblés pour défendre effectivement un bien commun. Que l'on soit de Norvège, que l'on soit de Tokyo, que l'on soit irakien, que l'on soit du Rojava, toutes ces notions de bien commun font en sorte que l'humain se rassemble. Et c'est bien le lien entre les gens simples du quotidien qui fait que ça vaut peut-être la peine de mener ensemble une lutte qui concerne tout le monde, qui n'est pas seulement une question d'un territoire inscrit, mais bien une question d'implication citoyenne de tous pour tous, et non pas des uns contre les autres, ce que l'on nous vend bien souvent, notamment dans le monde politique, et notamment dans le monde tristement néolibéral auquel nous avons affaire aujourd'hui. Donc voilà, la notion de bien commun, je suis très content qu'elle soit soulignée, je pense qu'elle est fondamentale. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Peut-être sur la notion de bien commun, justement, il y a aussi souvent une caractéristique qu'on oublie sur les ZAD, c'est qu'en fait on est en train de recréer du commun, et du commun pas seulement matériel, aussi du commun affectif, et de qu'est-ce que ça veut dire en fait de prendre un territoire et de se dire tiens, comment on s'organise tous ensemble, sans justice, sans police. Il y a déjà eu le cas, dans le cas de violence, comment est-ce qu'on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on partage pas, quelle est la part de privé dont on a tous besoin et quelle est la part de commun dont on a tous besoin. Et en fait les ZAD, encore une fois comme sur les ronds-points, sont des lieux d'expérimentation politique et affective hyper intéressantes, et je crois que les vraies universités du futur, elles sont là en fait, elles sont sur les ZAD et elles sont sur les ronds-points, elles sont pas du tout en fait dans les universités même, où quelques bourgeois entre eux ressassent le passé, ou ce qui prétendent comprendre du présent sans jamais y participer, ou le vivant toujours avec distance. C'est pour ça que la ZAD, elle veut pas se limiter en tant que ZAD. Nous en fait ce qui est arrivé ici, c'est que on a débarqué et on est devenu un superbe pouvoir de révélation en fait, de révélation d'à quel point les gens en ont marre, mais pour des raisons différentes souvent, mais à quel point en fait on a tellement été dépossédés de tout, quoi, de l'espace, de notre espace, du temps, notre possibilité de nous exprimer, que tout d'un coup il y a quelque chose qui arrive, qui fait événement en ce qui fait bifurquer en fait le cours normal des choses, et puis tu as des tas de complices qui se déclarent de partout, et c'est ça l'intérêt aussi des luttes de territoire, c'est de permettre à des complices de se déclarer. Donc nous, ce qu'on aimerait bien ici, c'est que la ZAD devienne un point d'appui pour toutes les luttes dans ce pays, que ce soit des luttes sociales comme la santé en grève, ou des luttes écologiques. Et voilà, si on arrive à partir d'ici à se former en tant que forme de syndicat informel du vivant et des gens, tant mieux, mais notre but c'est non seulement de dire que le zoning est annulé, parce que le zoning est annulé, on l'a décidé, mais aussi de permettre des rencontres, des alliances, des complicités qui pourront à terme nous faire vraiment changer cette société, parce que je crois qu'en réalité on est assez nombreux pour la changer, et que le régime belge comme le régime français et d'autres régimes en Europe ne tient plus que par sa police. Oui, effectivement. Alors ce qui est très intéressant aussi dans ce que tu nous dis, c'est que nous sommes partis, nous, dans notre reportage, dans l'optique suivante, le manque d'imaginaire du monde politique, de nos soi-disant représentants qui ne représentent souvent plus qu'eux-mêmes, et vaguement
leurs clients, on va dire ça comme ça. Et donc ce manque d'imaginaire fait qu'on arrive à une impasse économique, écologique, et ils n'ont pas la solution. Ils continuent de faire sortir du sol du béton, croyant pourvoir à de l'emploi, qui souvent est de l'emploi extrêmement précaire, parce que, rappelons-le, en Ardennes, et je suis témoin de cela, je vois travailler de pauvres Roumains dans la forêt, qui travaillent pour des salaires dérisoires, et qui n'ont pas de sécurité sociale. Et donc, ils sont en concurrence directe avec les gens du cru. Et donc, ça échauffe les esprits, ça crée des situations de racisme. On dirait que c'est entretenu, en fait, pour que les gens se divisent, se disputent sur un morceau de sucre, sur une mie de pain, sur des miettes. Mais ce monde politique n'a pas l'imaginaire de créer autre chose, de rassembler les gens et de dire, voilà, que souhaitez-vous ? On ne les consulte pas, ou très peu, ou très mal. Et on en finit par une impasse. Et ce monde politique, à mon sens, a montré toute l'absurdité et toute son impuissance à souhait. Et il ne faut pas s'étonner que le citoyen lambda, les humains, cherchent à recréer du lien et à retrouver un sens à l'existence dans un sens très large. Non, de quitter le cœur de la ZAD, le cœur actif, le cœur humain de la ZAD, mais le vrai cœur se trouve ici. C'est une sorte de trou, cette ancienne sablonnière qui est une niche écologique phénoménale pour pas mal d'espèces. On se rend compte vraiment que l'humidité est en fait la source de la vie, et il y a une vie extrêmement riche qui grouille là, dans cette zone. Si on met la nature sous cloche, elle va mourir. On ne peut pas séparer cet espace de la forêt voisine. Un papillon n'a pas de frontières et il n'est pas assigné à domicile. Il doit bouger, il doit vivre, il doit évoluer. Il y a énormément de papillons migrateurs qui effectuent parfois de très longues distances pour trouver leur nourriture. Et donc il est important de garder cette notion de maillage. Et si on fait sauter les mailles de la chaîne écologique, eh bien le dernier maillon, il meurt tout simplement. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. Alors, nous avons en toile de fond aussi la ville d'Arlon. Donc, on voit ici la ville, attention au barbelé. Donc, la ville qui s'apprête à entrer dans sa nuit. La journée tombe, la nuit s'installe progressivement. Et la question que j'ai envie de poser, c'est la question de l'enfer du décor. Non pas l'envers du décor, mais l'enfer du décor. Est-ce que ce monde va être imaginatif et apporter d'autres solutions à la vie de l'homme sur Terre, une vie plus en harmonie avec son milieu et une vie plus harmonieuse pour les êtres humains, principalement les uns envers les autres? Que l'on se trouve en Irak, que l'on se trouve au Chili, que l'on se trouve à Barcelone, que l'on se trouve sur les ronds-points de Paris entourés de gilets jaunes. La question du lien social est cruciale. Et qu'est-ce qui peut mieux rassembler l'humain que le bonheur? Et il faudrait peut-être penser à d'autres indices pour fixer notre économie que l'indice dit PIB. Et il faudrait peut-être penser à un indice de bonheur possible. Alors ça peut paraître utopiste, hein, mais ça peut aussi paraître très réaliste, parce que pour moi, l'utopie, c'est de continuer comme on est en train de le faire là. Parce qu'on détruit l'humain, on détruit la planète, et au final, il ne restera quoi? Que les acides aminés. Donc, quel avenir pour Arlon? Quel avenir pour le bout du monde? C'est le même combat. Ce sera l'avenir d'un bonheur que nous espérons possible. Nous vous remercions, chers auditeurs d'ODP News, de votre attention, et nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos questions sur qu'est-ce qu'une ZAD, qu'est-ce que la lutte de territoire.